Salut à vous mes amis légèrement attardés. Alors, dans cette vidéo, on va parler transfert. Donc transfert entre les exercices, transfert de force. Donc j'avais déjà un petit peu commencé à aborder le sujet dans ma vidéo sur la périodisation concurrente. Et du coup sur Insta, j'avais eu pas mal de commentaires de gens qui me posaient des questions sur ça. En gros, comment savoir si ma sélection d'exo est pertinente, savoir si un exo transfère bien sur ça, etc. etc. Donc je fais une petite vidéo pour essayer d'éclaircir un petit peu tout ça et donner mon point de vue. Parce qu'en effet, c'est quand même un sujet un petit peu compliqué à maîtriser au début. Donc déjà, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est que le transfert? Quand on parle d'un exo qui a un bon transfert, c'est toujours un bon transfert sur quelque chose d'autre. Donc sur un autre exercice, sur un mouvement, etc. Donc juste dire qu'un exo a un bon transfert, ça ne veut rien dire. Donc on dira toujours sur quoi ça a du transfert. Donc par exemple, on pourrait dire que le développé couché a un bon transfert sur les pompes. Donc c'est pour ça qu'on parle de transfert de force, parce que tout simplement quand un exo a un très bon transfert, si vous gagnez beaucoup de force sur cet exercice-là, si vous améliorez beaucoup vos performances sur cet exercice-là, normalement vous améliorerez bien vos perfs sur justement tous les exercices où il y a un bon transfert, sur tous les mouvements sur lesquels ça va transférer cette force. Et du coup, maîtriser ces notions de transfert de force, c'est très utile et c'est très important quand vous cherchez à périodiser votre entraînement, à faire des cycles, etc. Parce qu'à moins d'avoir que 3 exercices en objectif, forcément vous ne pouvez pas tous les faire tout le temps, vous ne pouvez pas tous les entraîner en même temps. Et du coup, bien choisir vos exercices pour toujours avoir une forme de transfert sur vos autres objectifs, ça vous permettra de progresser de partout sans vous surentraîner, sans faire du junk volume, etc. etc. Donc tout ça c'est bien beau, mais du coup maintenant comment fait-on pour savoir si un exercice a un bon transfert sur un autre? Selon moi, pour avoir un transfert optimal, il y a 4 points à respecter. Le premier point, ça va être les muscles travaillés. Le second point, ça va être l'angle articulaire ou le schéma moteur. Le troisième, ça va être la courbe de résistance. Et le dernier, ça va être les sticking points. Donc ça va être assez spécifique à chaque personne. Donc c'est pour ça que le transfert sera parfois à individualiser. Donc pour le premier point, donc les muscles travaillés, pour avoir un transfert idéal, généralement, au plus on aura de muscles travaillés en commun, au plus on aura tendance à avoir du transfert, au plus on aura tendance à avoir un bon transfert. Donc si par exemple nous prenons les pompes et les tractions, ici on n'aura aucun muscle en commun dans les muscles principaux. Donc pour les pompes, ce sera les pectoraux, les triceps et l'avant des épaules. Et pour les tractions, ce sera plutôt tout ce qui va être biceps, fléchisseur du coude, dorsaux. Donc pas de muscles en commun. Donc en théorie, transfert inexistant. A l'inverse, si cette fois on reprend les pompes et en second exercice les dips, là on est censé avoir un très bon transfert parce que justement on a beaucoup de muscles en commun. Donc les pompes, on a pec, triceps, avant de l'épaule, dips, pareil. Donc là, vu que ça travaille les mêmes muscles, en théorie, il serait logique que si on augmente fortement ses performances aux pompes, on progresse aux dips. Et inversement. Et du coup, on pourrait également rajouter le développé couché qui travaille les mêmes muscles, etc. Donc ça, c'est sans doute le point le plus simple à comprendre. Si c'est les mêmes muscles, s'il y a beaucoup de muscles en commun, généralement, si vous prenez beaucoup de force sur un exo, vous prendrez pas mal de force sur l'autre. Donc c'est déjà la première chose à regarder. Donc le deuxième point qui rejoint un petit peu le premier, ça va être plutôt tout ce qui va être angle articulaire, schéma moteur, mouvement pattern, etc. Généralement, quand c'est les mêmes muscles, très souvent, on sera un petit peu sur le même type de mouvement. Si on reprend l'exemple précédent des pompes et dips du développé couché, on est plutôt sur tous les exercices de poussée horizontale et donc on est plus ou moins sur des schémas moteurs assez similaires. Et donc en effet, c'est assez logique qu'un exercice de poussée horizontale aura tendance à avoir beaucoup de transfert sur tous les autres exercices de poussée horizontale. Un exercice de tirage vertical aura tendance à beaucoup transférer sur le tirage vertical, etc. etc. Mais ça ne veut pas dire que la poussée horizontale n'aura pas de transfert sur la poussée verticale. Là, vu que c'est dans les deux cas de la poussée, il y aura aussi une forme de transfert. Et comme on a vu précédemment, il y aura des muscles en commun aussi. Si on prend le développé couché, donc poussée horizontale, pec, avant de l'épaule triceps, et le développé militaire, donc poussée verticale, qui travaille principalement avant de l'épaule triceps, on est
pas sur vraiment le même angle articulaire, on n'a pas tous les muscles en commun, il manque les pecs, mais il y a quand même beaucoup de transferts parce qu'on a quand même avant d'épaule, triceps en commun, et c'est également un mouvement de poussée. Donc là on a un petit peu vu cette notion de schéma moteur, de mouvements grosso modo similaires qui vont avoir du transfert. Jusque là c'est assez logique, et du coup il y aura encore plus de transferts au plus on aura un angle articulaire similaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend par exemple du développé couché, il y a plusieurs angles articulaires possibles. Donc par exemple on peut faire du développé couché, les coudes près du corps, donc plutôt serrés, coudes à 45 degrés, coudes ouverts, donc avec une prise plus large, prise plus serrée, etc. etc. Développé militaire, pareil, on peut faire prise large, prise serrée, handstand push-up, pareil, etc. Et donc généralement, au plus l'angle articulaire sera similaire sur deux exercices, au plus il y aura de transfert, parce que la force elle est spécifique à l'angle articulaire, comme je le dis souvent. Donc par exemple, dans une des dernières vidéos précédentes, on avait vu la relation de transfert entre les tractions et le front lever. Et du coup, dans cette vidéo, on avait vu qu'il y avait un très bon transfert, car justement, il y avait des muscles en commun en facteur limitant, donc les dorsaux, et du coup, il y avait un très bon transfert. Mais du coup, si on prend par exemple des tractions coudes vers l'avant, ou des tractions coudes très ouverts, il y a une version qui aura un meilleur transfert sur le front lever que l'autre. Donc les deux auront un transfert intéressant, important, mais on aura quand même une qui sera à privilégier si vous voulez vraiment maximiser vos progrès en front. Et ce que je dis dans cette vidéo, c'est que du coup, ce sera les tractions coudes vers l'avant, tout simplement parce que quand vous êtes en front lever, vous avez les coudes vers l'avant également. Vous n'êtes pas bras ouverts comme sur des tractions larges, mais vous avez plutôt le même angle articulaire que des tractions coudes vers l'avant. Et donc, un meilleur transfert. Ensuite, le troisième point important pour savoir si un exo a un transfert plus ou moins optimal pour un autre, ça va être tout ce qui va être les courbes de résistance, la courbe de force. Donc ça, je crois que j'en parlais un petit peu plus en détail dans ma vidéo sur travailler la partie la plus dure d'un mouvement avec les rêves partiels que je foutrai ici. Donc allez la voir si jamais vous comprenez pas très bien tout ce qui est courbe de résistance, ticking point, etc. Mais en gros, vous pouvez avoir un exercice très similaire côté schéma moteur et côté angle articulaire, mais qui a une courbe de résistance très différente d'un autre. Et ça, du coup, ça peut influer positivement ou négativement sur le transfert. Ça va beaucoup être le cas, par exemple, avec tout ce qui est élastique. On peut facilement faire n'importe quoi si on ne maîtrise pas trop ces notions-là. Donc, par exemple, si on prend juste les deux points précédents, ça paraîtrait très logique que des pompes lestées avec un élastique autour du corps auraient un meilleur transfert sur les pompes lestées classiques que du développé couché ou des dips. Parce que là, on serait vraiment sur un mouvement totalement similaire côté angle articulaire et compagnie. Sauf que le problème, ce serait que ça changerait complètement la courbe de résistance. Le fait d'avoir l'élastique, ça rendrait le bas du mouvement très facile. Et en fait, ce qui serait difficile serait vraiment le verrouillage. Donc ce serait un peu plus un exercice de triceps, un exercice de lockout. Mais si ce n'est pas ce qui vous limite sur vos pompes lestées, ça aura sans doute un transfert bien moins bon que du développé couché. Et pourtant, ce sera beaucoup plus similaire, côté angle et compagnie. Ou alors, pour prendre un autre exemple, quelqu'un qui voudrait réussir à faire le slow muscle up, il pourrait se dire que faire du slow muscle up complet avec une assistance élastique, ça aurait plus de transfert que faire par exemple des escanors press sur des barres parallèles, alors qu'en fait pas du tout, parce que là la courbe de résistance à l'élastique, ça va beaucoup l'aider en bas, et ça n'aidera pas pour la transition, donc ça aura moins de transfert que l'escanor qui lui sera très spécifique à cette partie-là. A l'inverse, son exercice à lui, ce serait plutôt efficace pour travailler l'explosivité sur la traction, plutôt sur des muscle-up dynamiques. Donc comme vous voyez, c'est pas forcément l'exercice le plus proche côté angle articulaire qui est toujours le plus adapté. Ça dépend vraiment aussi de cette courbe de résistance. En dernier exemple, on pourrait par exemple prendre le squat, où là pareil, si on fait du squat avec un élastique sur les épaules ou autour du cou pour se lester, donc au lieu d'avoir des points, on a un élastique, on pourrait se dire que ça aura un très bon transfert sur son squat barre, alors qu'en fait ça aura très sûrement un moins bon transfert que d'autres exercices moins proches visuellement, comme par exemple du squat bulgare, du hip thrust et compagnie, tout simplement parce que la courbe de résistance de l'élastique fera que la partie basse sera extrêmement simple et qu'en fait ce sera juste difficile sur le lockout. Or, ce n'est jamais ce qui bloque quand on fait du squat bar avec des poids. Donc là, encore une fois, cette notion de courbe de résistance est importante. Et enfin, le dernier point qui est pas mal lié avec celui-ci, ça va être la notion de sticking point, de faiblesse. Et ça, du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas forcément donner des règles de transfert universelles qui s'appliquent à tout le monde, parce que ça dépend aussi parfois de vous. Faites parfois le meilleur exercice pour transférer sur un autre exo dans votre cas, ce ne sera pas le même que pour votre collègue. Il y a une phrase que j'aime bien parce que je trouve que dès qu'on la
comprises et qu'on a compris ces notions de transfert, on a vraiment toutes les clés en main pour progresser à l'infini, c'est qu'une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, vous pouvez avoir les jambes les plus fortes du monde. Si vous avez zéro gainage, si vous n'avez aucune force dans les lombaires et qu'on vous met sous une barre de squat de 100 kg, vous allez vous écraser, vous serez incapable de soulever ce poids-là. Et pourtant, vous avez les jambes les plus fortes du monde. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas parce que vous avez pas assez de force dans les jambes, qui est pourtant le muscle principal de l'exo, c'est parce que vous avez un maillon faible, qui vous empêche tout simplement de pouvoir faire l'exercice. Et du coup, si vous renforcez ce maillon faible, c'est ça qui va vous faire le plus gros transfert sur votre squat dans ce cas-là. Dans ce cas-là, isoler les jambes, ça ne vous aidera pas à progresser sur votre squat. Donc, en identifiant dans un mouvement quels sont vos maillons faibles, ou quels sont les maillons faibles de ce mouvement spécifique, donc en identifiant grosso modo les sticking points, les points où ça accroche, les points que vous avez du mal à passer, c'est là que ça va vous permettre de trouver quels exercices transféreront le mieux dessus. Par exemple, si on prend le développé couché, ça c'est juste un mouvement, mais tout le monde n'aura pas les mêmes faiblesses dessus. Donc il y aura plein de manières de le débloquer. Donc il y aura par exemple les gens qui seront très forts en haut, qui ne galéreront jamais à verrouiller, mais qui eux galéreront au bas du mouvement. Donc cela, leur faire des exercices de verrouillage, de lockout, de l'isolation triceps, du partiel haut, du développé couché avec élastique, donc il sera beaucoup plus dur dans le lockout, ce ne sera pas pertinent, parce que ce n'est pas leur maillon faible. Ça leur fera pas de mal, mais ce sera pas ça qui sera le plus pertinent. A l'inverse, eux, faire par exemple du développé couché posé ou du développé couché en dead, ce sera beaucoup plus pertinent parce que ça va permettre vraiment de travailler ce maillon faible. A l'inverse, sur le même exo, il y aura des gens qui seront très à l'aise pour décoller la barre du torse, mais qui eux auront tendance à échouer plutôt à la moitié haute du mouvement. Et du coup, pour cela, ce sera beaucoup plus intéressant de faire des exercices justement qui mettent plus l'accent sur le verrouillage, sur le lockout. Donc des pin press hautes, du partiel haut, des exercices triceps, par exemple du barre au front lourd, etc. Et également par exemple du développé militaire. Donc le développé militaire, c'est un exercice qui va généralement très bien transférer sur les gens qui ont du mal sur la partie haute, sur la moitié haute du développé couché, et beaucoup moins sur les gens qui galèrent en bas et qui sont très forts en haut. Tout simplement parce que le développé militaire, ça mettra beaucoup l'accent, grosso modo, sur les muscles qui sont un petit peu en galère dans cet ampli-là. Si on prend un petit exemple street, Avec la full planche par exemple. La full planche, donc on sait plus ou moins quels exos auront tendance à transférer dessus, parce que ce sera les mêmes muscles, donc souvent l'avant d'épaule, les biceps, le straight arm, la protraction, des mouvements qui seront un peu dans le même angle. Donc tous ces exos-là, on les connaît, donc les handstand push-up, les 90 degrés push-up, les body press, les lean, les Zanetti haltères, Zanetti élastique, curl gymnast. Tout ça, on sait que ça transférera sur la planche, mais selon les personnes, le transfert ne sera pas égal sur chacune de ces variantes. Donc, quelqu'un qui aura un gros facteur limitant avant d'épaule, quelqu'un qui sera vraiment limité par la force des épaules sur la planche, lui, tout ce qui est handstand push-up, 90 degrés push-up et tout, il en profitera énormément. Par contre, quelqu'un qui est extrêmement fort des épaules, qui a aucun souci pour la force nécessaire d'épaule pour tenir sa planche, mais qui a vraiment le tendon du biceps qui est en retard, qui manque de conditionnement du coude, lui, faire des handstand push-up, ça lui fera pas de mal, mais c'est pas ça qui va vraiment l'aider à débloquer rapidement sa planche. Lui, il profitera beaucoup plus de tout ce qui sera curl gymnast et vraiment isolation du straight arm. Donc pour résumer, le transfert, on peut objectivement l'analyser en comparant les muscles, l'angle articulaire, le type de mouvement, la courbe de résistance, mais idéalement, on veut également l'adapter à l'individu. Même si au final, un exo qui a du transfert est un exo qui a du transfert. Donc voilà, j'espère que c'était clair. C'est quand même un sujet qui est un petit peu bordélique, qui peut vite partir dans tous les sens, et même en ayant compris la théorie, il faut quand même un petit peu de pratique, d'expérimentation et de réflexion pour vraiment être à l'aise et rapidement pouvoir identifier si un exo transfère ou pas. Après, selon moi, il ne faut pas non plus trop surcompliquer, surtout si on n'est pas quelqu'un de très avancé, si on est débutant intermédiaire. Dites-vous s'il y a les mêmes muscles, si c'est le même type de mouvement, généralement, ça transfère. Le rowing, ça transfère sur les tractions, les handstand push-ups, ça transfère sur les dips, etc. etc. Juste un dernier point auquel je viens de penser, que j'ai pas abordé. Le transfert n'est pas forcément le même dans un sens que dans l'autre. Donc par exemple, dans certains cas, le squat bar
aura peut-être beaucoup plus de transferts sur le pistol que le pistol sur le squat bar. La planche aura beaucoup plus de transferts sur le développé militaire que le développé militaire sur la planche, etc. etc. Si vous avez bien capté la vidéo, je pense que vous comprenez pourquoi. Si c'est pas le cas, je ferai une autre vidéo pour parler un petit peu plus de ça dans le détail, parce que j'ai pas non plus envie de vous donner trop d'infos d'un coup, et j'ai pas envie d'avoir à monter une vidéo de 50 minutes. Donc voilà, c'est tout pour l'instant. Donc j'espère que c'était clair. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur ça, s'il y a des trucs que vous n'avez pas trop compris, ou si vous n'êtes pas d'accord, envoyez-moi un message sur Insta, ou laissez un commentaire. Et je vous dis à plus.